Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. Le 10 octobre 2024, le musée du Quai Branly nous a invités à découvrir, en compagnie de l'anthropologue Philippe Charlier, l'exposition temporaire intitulée « Zombie, la mort n'est pas une fin ». Elle aborde la zombification rattachée à la religion vaudou-haïtienne, au cours de laquelle un individu ayant commis un méfait serait jugé, condamné, drogué, enterré vivant, exhumé, puis exilé et transformé en esclave sous la garde d'un maître appelé Bokor. Cette pratique, encore actuelle, est présentée à travers la reconstitution d'un cimetière et d'un temple vaudou et de différents objets rituels. Mais qui de mieux pour vous en parler que le commissaire d'exposition lui-même ? Nous avons eu la chance de lui poser quelques questions. Je m'appelle Philippe Charlier, je suis médecin légiste, archéologue et anthropologue. J'ai 47 ans et je dirige le laboratoire anthropologie, archéologie, biologie à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Mon cheminement, c'est celui d'un choc que j'ai eu quand j'avais l'âge de 7 ou 8 ans à Pompéi et Herculanum, où j'ai vu ces corps et ces squelettes parfois recouverts de plâtre, donc vraiment ces fantômes de plâtre des populations du Vésuve qui ont été tuées en 79 après Jésus-Christ. Et ce jour-là, j'ai vraiment décidé que mon métier serait de faire parler les morts, de façon cartésienne et scientifique. Et donc, je me suis destiné à la médecine, avec un père médecin et une mère pharmacien. Et puis ensuite, très vite, j'ai suivi en parallèle les cours d'archéologie à Paris, ensuite d'anthropologie, et ensuite j'ai fini par une thèse d'éthique aussi, parce que je voulais avoir une vision un petit pas de côté, tout simplement, pour modérer parfois mes pulsions, non pas de profanation, mais d'ouverture de tombe, tout simplement, et puis avoir une vision un peu plus globale sur la façon avec laquelle on gère les défunts. Et voilà, c'est ça mon cheminement, en fait. C'est mélanger de façon, j'espère, la plus intelligente possible les sciences fondamentales et les sciences humaines. Pour moi, il ne doit pas y avoir les uns d'un côté et les autres de l'autre. Le laboratoire que je dirige à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, eh bien, il y a moitié de scientifiques des sciences humaines, dites les sciences molles, et moitié de scientifiques des sciences fondamentales, dites les sciences dures, en plus d'être moitié filles, moitié garçons. Donc on est vraiment dans une parité totale, autant disciplinaire que genrée, si je peux dire. Le zombie ne correspond pas du tout sur le plan anthropologique à ce qu'on sait du zombie hollywoodien. C'est pas ce zombie de pacotille, c'est pas ce fantasme d'une mort contagieuse. Le zombie, qui est spécifiquement haïtien, correspond à un individu, assez souvent, qui a été jugé parce qu'il faisait du mal, qui a été drogué, qui a été soumis à un jugement et à un enterrement alors qu'il était encore bien vivant mais drogué, qui a été sorti de terre ensuite et qui va vivre drogué toujours dans un champ de canne à sucre, dans une rizière, dans une usine ou comme garde-malade auprès d'un sorcier, dans une sorte de communauté qui s'échange les zombies. Ça, c'est le zombie classique, si on peut dire. Il y a 3 autres types de zombies. Le zombie criminel, pas de jugement, mais par contre, c'est la belle-mère qui se débarrasse de son gendre, c'est le mari qui se débarrasse de son épouse, et ce sont les mêmes drogues qui rentrent en compte, et il y a toujours cet enterrement factice, donc une étape qui passe par le cimetière. Il y a ensuite un 3e type de zombie qui est le zombie psychiatrique. C'est une folie, un délire tout simplement. La personne est persuadée d'être morte et la métaphore qu'elle utilise en Haïti, c'est celle du zombie. Et puis il y a un 4e type qui est le zombie social. C'est une usurpation d'identité. C'est quelqu'un qui se fait passer pour une autre personne, mais la famille est d'accord. Et pour faire passer la pilule, tout simplement parce qu'il manque des bras pour faire marcher la maisonnée, eh bien on utilise la métaphore du zombie. Donc 4 formes différentes, spécifiquement en Haïti, et qui représentent à peu près 50-55 000 individus au total, ce qui n'est pas négligeable. Les zombies du 1er et du 2e type sont tous passés dans un cimetière. Ils ont tous été drogués, mis dans un état de mort apparente, c'est-à-dire qu'extérieurement, on a vraiment l'impression que ce sont des individus qui sont morts. Ils respirent très lentement, leur cœur bat très lentement, la température corporelle s'abaisse, ils sont totalement conscients, parfois les yeux grands ouverts, ils entendent tout, ils comprennent tout, mais ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont paralysés. Donc si on passe rapidement, on ne se rend pas compte qu'ils sont morts. Et il y a une petite particularité, en Haïti, les certificats de décès sont signés par 2 témoins et pas par un médecin. Et dans ce cas-là, c'est les membres de la société secrète ou le Bokor, le sorcier criminel, qui est là, est présent et signe évidemment ce certificat.
La personne est donc totalement consciente quand elle est mise dans son cercueil, quand elle subit, si je peux dire, ses funérailles. Et j'ai rencontré plusieurs zombies, dont un qui m'a raconté les pelletées de terre qui tombaient sur la vitre au niveau du visage, sur son cercueil, jusqu'à l'obscurité complète, quand il y avait du sable partout. Il y en a une autre qui m'a raconté, elle, les funérailles qui étaient chantées. Donc elle entendait les psaumes qu'on chantait pour elle, en sa mémoire, et puis elle entendait de moins en moins, et puis elle n'entendait plus du tout, parce qu'entre-temps, on avait muré la logette funéraire de son tombeau. Alors la personne va rester quelques heures dans son cercueil, il ne faut pas rester trop longtemps, au bout de 8-9 heures on n'a plus trop d'oxygène et on finit par mourir, ce qui n'est pas rentable pour le beau corps. Et du coup, dans la nuit, généralement vers 2-3 heures du matin, l'individu, la victime va être exhumée, la sépulture va être donc profanée, on va ouvrir le cercueil, on va récupérer le mort vivant, qui vous comprenez n'est pas mort véritablement, et on va tout simplement mettre la tête en bas pour faire réaffluer un petit peu le sang vers le cerveau, le flageller avec des branchages pour lui dire maintenant tu es un esclave, et il va être drogué encore et on va l'expédier vraiment aux confins de l'île, dans les montagnes, vers la frontière avec la République dominicaine ou encore moins. Vraiment loin de tout, et il va vivre comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans parfois, dans une vie misérable, mais surtout une vie d'esclave des temps modernes. On ne peut pas aller zombifier quelqu'un tant qu'on n'a pas demandé l'autorisation à Baron Samedi. Et donc on doit, la première cérémonie que la société secrète doit réaliser, assez souvent bisango, c'est aller dans un cimetière devant la croix de Baron Samedi et demander par des rituels et des cérémonies si Baron Samedi est d'accord pour procéder à la zombification. Et d'ailleurs, c'est le cimetière qui se rattache à l'individu là où il va être inhumé. C'est une sorte de cimetière d'arrondissement. Et quand on ne veut pas être zombifié, on se fait enterrer dans un cimetière où la croix de Baron Samedi est sur le tombeau d'un sourd. Parce que Baron Samedi a un peu les qualificatifs physiques de celui sur le tombeau duquel la croix a été érigée. Et la croix de Baron Samedi est érigée sur le tombeau le plus ancien du cimetière. Donc quand on sait que le plus vieux du cimetière était sourd et que la croix de Baron Samedi est dessus, ça veut dire que Baron Samedi ne va jamais entendre la demande qui lui est faite et que du coup il ne donnera jamais son consentement et que du coup l'individu ne sera pas zombifié. Donc si vous voulez ne pas vous faire zombifier, faites-vous enterrer dans un cimetière ou soyez rattaché à une paroisse dont la croix de Baron Samedi dans le cimetière et sur le tombeau d'un sourd. Ça veut dire que toute la procédure des poisons ou autres ne va pas être mise en jeu, tout simplement. Il va y avoir un autre jugement où la personne va être graciée entre guillemets par Baron Samedi. Voilà. Le silence de Baron Samedi signifie protection entre guillemets. Moi, j'ai fait l'expérience d'un cercueil. Je voulais savoir ce que ça faisait que d'être enterré vivant. Ça fait partie des expériences que peut-être tout bon légiste ou tout anthropologue funéraire devrait faire un jour. Moi, j'ai tenu 1h26 dans un cercueil. Et c'est assez étonnant comme sensation parce qu'on perd complètement la notion topographique et du temps également. Il y a une distorsion du temps et de l'espace. Je ne savais plus si j'étais sur le ventre, sur le côté, sur le dos. J'avais très très chaud, j'avais mal aux fesses, aux articulations. C'est bête, mais on peut pas se retourner en fait dans un cercueil. Il y a un petit peu de lumière qui passe sur tout le pourtour du couvercle. C'est jamais entièrement jointif. On entend les bruits extérieurs, un peu étouffés. C'est très étonnant. J'avais vraiment très très chaud aussi. Et puis l'autre chose encore qu'il y avait, c'est j'avais l'impression d'avoir passé facilement 10 ou 15 heures à l'intérieur. Alors qu'en fait, ça faisait juste 1h20 et quelques que j'avais passé dedans. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez étonnant. Pas enterré, j'étais dans une maison funéraire et on a par contre bien fermé les vis du cercueil pour que quand même je ne puisse pas soulever. Mais moi, je savais qu'on allait venir me chercher. Donc je n'avais pas cette peur, panique que peuvent avoir en revanche ceux qui ont été enterrés vivants qui, eux, ne savent pas si on va venir les chercher ou pas. Et je ne sais pas d'ailleurs quelle est la pire chose, être enterré vivant ou vivre comme un zombie. Cette exposition, elle vise à faire connaître à travers la figure du zombie les rituels funéraires en Haïti et surtout le caractère absolument éclatant et exubérant, dans le bon sens du terme, de la culture vaudou, et notamment en Haïti. J'en avais marre d'entendre tous ces poncifs et toutes ces critiques autour du vaudou, en disant le vaudou est une sorcellerie, c'est faux, en disant le vaudou haïtien, c'est les poupées vaudou, c'est les zombies. Non, ça existe, c'est vrai, mais c'est vraiment marginal. Et donc cette exposition est surtout un faire-valoir, si je peux dire, une façon de présenter, comme on l'a vu avec ce péristyle, comme on l'a vu avec les étendards, avec les robes, avec tous les rituels vaudous, eh bien la magnificence et la beauté
de cette religion, car c'est une religion à part entière, sur un pied d'égalité avec le catholicisme romain, le judaïsme, l'islam ou ce que vous voulez. Je n'ai pas de positionnement scientifique vis-à-vis de la sacralisation ou désacralisation des objets. Les objets, pour moi, ont un rôle de messager, d'ambassadeur tout simplement, et tout dépend dans quel type d'institution ils sont. Et c'est pas la même chose d'avoir un objet au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, dans un musée comme celui d'Abomey, par exemple, au Bénin, où les objets, dans ce deuxième cas, peuvent sortir du musée pour participer à des rituels, puis retourner ensuite dans le musée, ce qui est également parfois le cas au Bureau national d'ethnologie de Port-au-Prince. Donc tout dépend vraiment du contexte. Et si les objets participent encore à des rituels, il ne faut pas qu'ils soient désacralisés dans ce cas-là. Et je pense que c'est absolument compatible avec un musée moderne d'avoir des objets toujours sacralisés qui peuvent circuler. Ce n'est pas encore un modèle européen, je ne parle pas du musée du Quai Branly, je parle de l'Europe en général, ce n'est pas encore un modèle européen. En revanche, en Haïti et dans l'Afrique subsaharienne, c'est un modèle qui commence bien à s'installer. Par exemple, le jour de l'inauguration de l'exposition, il y a Errol Josué, qui est le commissaire associé, directeur général du Bureau national d'ethnologie, qui a fait une cérémonie très rapide, mais simplement pour signifier en créole et à la façon accoutumée aux Bisangos qui sont dans cette chambre des secrets qu'ils étaient bien arrivés, qu'ils étaient traités avec respect, qu'il ne fallait pas qu'ils s'en fassent et que bientôt, plus tard, ils retourneraient sur la terre natale. La terre est extrêmement importante. Il faut que les objets soient sur la terre, où ils ont été consacrés, où ils ont été bénis, et voilà. Et pour ces objets-là, qui sont des objets bisangos, non désacralisés comme ceux du Bureau national d'ethnologie, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Aujourd'hui, on a voyagé. On est sorti du cadre européen pour découvrir une nouvelle culture, mais surtout de nouveaux rites et pratiques. La figure du zombie a fortement imprégné la pop culture, et nous étions les premières à avoir les références de The Walking Dead ou encore Thriller de Michael Jackson. Mais la zombification, c'est quelque chose de bien plus complexe. Elle provient initialement d'un syncrétisme lié à la colonisation d'Haïti et aux routes transatlantiques de l'esclavage qui, à partir du XVIe siècle, font converger croyances magico-religieuses de l'Afrique subsaharienne, éléments du catholicisme romain et savoirs autochtones de la Caraïbe associés à la maîtrise des drogues naturelles. On espère que cet épisode vous a plu. Encore un grand merci au musée du Quai Branly pour l'invitation. Et évidemment, on vous recommande la visite. Foncez, vous avez jusqu'au 16 février 2025 pour découvrir les zombies d'Haïti. À bientôt! Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Visite mortelle.